Bonsoir à tous et bienvenue sur l'invité du mois. Ce mois-ci, nous recevons Julien Ravier, député de la première circonscription des Bouches-du-Rhône. Belle émission à tous. Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, l'honneur de recevoir monsieur le député Julien Ravier. Julien, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir Thierry. Alors, Julien, lancement en politique il y a 7 ans, conseiller municipal, conseiller métropolitain, maire d'arrondissement du 11e et 12e arrondissement de Marseille, puis député de la République depuis quelques mois. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces quelques mois à l'Assemblée nationale ? Écoute Thierry, c'est un grand honneur. C'est vraiment un grand honneur de pouvoir participer finalement à la construction de la loi, puisque en fait, lorsqu'on devient député, on devient un élu de la représentation nationale. Et à ce titre-là, en fait, on a un rôle à Paris, et puis on a un rôle aussi en circonscription, ici à Marseille, dans la première circonscription des 11e et 12e arrondissements. À Paris, finalement, le rôle du député, c'est en premier lieu de voter les lois, de les amender, d'en proposer aussi, et puis aussi de contrôler l'action du gouvernement. Et puis à Marseille, le rôle du député, eh bien, c'est d'être en proximité avec les habitants, avec les entreprises, avec les associations, et d'essayer d'être le relais finalement entre ce tissu local et les institutions locales, mais aussi les institutions nationales. Et donc, c'est un grand honneur, c'est une lourde responsabilité aussi, et je vais essayer de donner le meilleur de moi-même dans cette mission. Très bien, félicitations en tout cas. Nous en sommes ravis, nous allons pouvoir travailler ensemble, partager sur ce que pensent les entreprises, comment on peut faire avancer. Et c'est vrai que souvent, au niveau politique, on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'on y fait dans cette assemblée, et on va essayer de donner un éclairage là-dessus. Alors, 7 ans d'engagement finalement en politique, quels sont les sujets que vous voulez mettre à l'ordre du jour, à proposer justement à l'Assemblée nationale ? Alors aujourd'hui, j'ai la malchance, j'allais dire, d'être dans l'opposition. Donc l'opposition, c'est un travail qui est là plus pour essayer d'améliorer ce que la majorité va proposer, d'essayer d'enrichir un certain nombre de textes qui nous sont proposés. C'est plus, j'allais dire ça, que réellement proposer et porter des sujets. Parce que quand on est dans l'opposition, malheureusement, on a un ordre du jour qui est très limité. Et donc, on ne peut pas forcément porter tous les sujets qu'on le souhaiterait. Donc, dans ce rôle d'opposition, finalement, opposition constructive, même si moi j'ai tendance à dire que c'est à la majorité d'être constructive. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, la majorité, elle peut tout décider, elle peut tout faire passer. Donc, c'est à elle, finalement, d'écouter l'opposition et d'être constructive et de parfois prendre des bonnes idées ou des bonnes initiatives. Alors sur les différents sujets moi, sur lesquels pour l'instant je me suis impliqué, d'abord il y a eu les lois sur l'état d'urgence. Et ces lois sur l'état d'urgence, elles ont concerné de plein fouet les entreprises. Donc dans ce sujet-là, j'ai essayé de porter la voix de notre territoire, des entreprises de notre territoire, celles qui étaient, j'allais dire, le plus durement frappées par cette crise sanitaire, économique et sociale. Alors, bien entendu, je me suis occupé d'essayer de défendre les commerces dits non essentiels, qui ont dû fermer pendant un grand moment. Les restaurateurs, les hôteliers. On a notamment, avec le président Chauvin, avec la présidente Martine Vassal et avec le président Renaud Muselier, porté dernièrement une idée, et j'ai fait une question au gouvernement, une question d'actualité au gouvernement, sur travailler sur un protocole sanitaire permettant de réouvrir les restaurants en toute sécurité. Donc ça, c'est voilà, des sujets sur lesquels je me suis impliqué. Mais on a également des grands sujets aujourd'hui que le gouvernement nous propose. La proposition de loi sur la sécurité globale. C'est particulièrement important aujourd'hui, on le voit bien, on a une société qui a tendance à se fracturer. Et face à cette société qui se fracture, eh bien, on a besoin aujourd'hui de renforcer les forces de police.
Donc dans ce texte-là, par exemple, un des enjeux, c'était finalement de déléguer un certain nombre de compétences de police nationale vers la police municipale, de manière à ce que finalement la police municipale puisse s'occuper d'un plus grand nombre de missions et libérer finalement la police nationale sur des missions particulièrement importantes, régaliennes, la lutte contre le grand banditisme, l'économie parallèle, des choses comme ça, et que finalement la police municipale vienne décharger la police nationale de tout ce qui va être les contraventions, la tranquillité publique, la salubrité publique. Donc je suis très attaché aux questions de sécurité, notamment sur mon territoire, mais sur la France entière, parce que quand on est député effectivement d'une circonscription, ça, mais on est député de la nation. Et donc il ne faut pas faire que regarder, j'allais dire, Marseille, même si moi c'est ce qui m'inspire dans tout ce que je conduis à Paris. Marseille est une ville inspirante. Tout à fait, inspirante. Et puis moi j'ai été, avant de devenir parlementaire, j'ai été aussi collaborateur, et j'avais déjà beaucoup travaillé avec Valérie Boyer sur comment on pouvait transformer le Made in Marseille, parce qu'on a des belles innovations, on a des très belles réussites, transformer le Made in Marseille en Made in France. Donc je continue de m'inspirer de cela. Mais c'est vrai que la question de la sécurité est prégnante à Marseille, elle est prégnante aussi aujourd'hui en France, et donc c'était important pour moi de participer de façon assidue à ce texte qu'on a essayé d'enrichir du mieux que possible, qui est en navette parlementaire et qui reviendra bientôt à l'Assemblée nationale. Un autre grand texte aussi qui m'a occupé dernièrement, c'était le texte sur le séparatisme, le projet de loi visant à conforter les principes républicains, qui a changé de nom, mais en gros qui vise à lutter contre le séparatisme plus particulièrement de l'islam politique, radical, séparatiste, qui a tendance à gangréner notre pays et qui vient entacher et qui vient attaquer, j'allais dire, nos libertés, qui vient attaquer aussi notre modèle, nos valeurs républicaines. Et donc c'est important là aussi qu'à travers ce texte fondateur, même si, et je ne suis pas là pour faire de la politique, mais je pense que ce texte ne va pas assez loin, il y a beaucoup de choses qui manquent, on a essayé de l'enrichir, mais malheureusement, on n'est pas suffisamment entendu. Mais en tout cas, c'était important pour moi d'être présent sur ce texte, et j'ai eu la chance de participer à la commission spéciale, puisque quand on est député, en fait, on a le travail en séance publique, ce que tout le monde peut voir à la télévision, les séances des questions au gouvernement, le travail sur les textes, mais on a également en fait un travail préparatoire en commission qui est très important, et sur ce texte-là, il y avait une commission spéciale où un certain nombre de députés ont pu participer, et j'ai eu la chance d'être retenu par le groupe Les Républicains pour pouvoir y participer. Et donc ça m'a occupé pendant près d'un mois avec des auditions, avec ensuite un travail en commission de 9h jusqu'à minuit en fait, puisqu'on travaille jusqu'à minuit. On finit nos travaux à minuit la plupart du temps, et puis ensuite en séance publique de la même façon. Donc voilà, c'est passionnant. J'essaie vraiment de mouiller la chemise, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs. On se connaît depuis longtemps, et vous savez que voilà, j'ai à cœur d'essayer de bien remplir cette mission, de bien remplir mon rôle, pour essayer d'œuvrer pour l'intérêt général, œuvrer pour le bien commun, que ce soit le bien commun de nos entreprises, mais plus globalement, finalement, le bien commun de nos citoyens. D'accord. Alors, sécurité globale, séparatisme, et pour les entreprises, j'ai bien entendu, aider les CHR, cafés, hôtels, restaurants. C'était quoi cette proposition, puisqu'elle nous intéresse? Effectivement, ça nous intéresse puisque les restaurants, c'est une filière effectivement qui est en panne aujourd'hui, les cafés, hôtels, restaurants, mais aussi toute la filière qui est derrière. Nous, on a des adhérents qui font du café, qui font de la bière, C'était quoi cette proposition ? Alors en fait, cette proposition, elle est venue du terrain. Elle est venue d'abord d'un certain nombre d'acteurs, c'est-à-dire quelques restaurateurs, avec des avocats, avec également l'IHU, puisqu'on a cette spécificité à Marseille, d'avoir un pôle de santé spécialisé justement sur ces infections et notamment sur la question du Covid. Et avec justement toute cette représentation et le soutien aussi d'institutions fortes et puissantes, puisque je le disais tout à l'heure, on a le conseil départemental et la métropole à travers Martine Vassal, on a la région à travers le président Muselier, et puis on a également la chambre de commerce et de l'industrie à travers le président Chauvin. L'objectif, en fait, c'est d'établir en fait un protocole sanitaire qui nous permette de réouvrir en toute sécurité les restaurants. Donc, ce qu'on demande en fait au gouvernement, et c'était l'objet de la question au gouvernement que j'ai posée, c'est de nous laisser, avec des scientifiques de l'IHU, avec des restaurateurs qui souhaiteraient se lancer dans cette expérimentation, eh bien, de mesurer finalement si oui ou non
les lieux de restauration sont réellement des lieux de contamination du Covid. Parce que finalement, on a très très peu d'études là-dessus. Le gouvernement aujourd'hui nous dit il n'y a pas besoin finalement d'aller plus loin pour être certain que ce sont des lieux de contamination parce qu'on enlève le masque, on est amené à déjeuner. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que aucune étude précise nous permet de dire que d'abord, les restaurants sont des foyers de contamination. Il y avait une étude en fait, qui était sortie aux États-Unis au tout début de la crise, à une époque où on ne pratiquait ni le masque, ni les gestes barrières, et qui montrait qu'en fait c'était des foyers de contamination. Mais depuis, on n'a pas d'études vraiment précises. Donc ici, à Marseille, et en France, pays de la gastronomie, je veux dire pays de l'art de vivre à la française, eh bien, nous pensons qu'il faut qu'on soit pilote sur une expérimentation qui nous permette de mesurer un certain nombre de choses et surtout qui nous permette à la fin de définir un protocole sanitaire qui permette de réouvrir les restaurants en toute sécurité, de manière à ce qu'on puisse reprendre une part de notre vie normale. Parce que le partage de la table, c'est particulièrement important. Aujourd'hui, on sait bien qu'un grand nombre de nos concitoyens souffrent de cette crise. On a une crise sanitaire, on a une crise économique, on a une crise sociale. Il y a des souffrances psychologiques, des souffrances mentales. Et je pense qu'il faut absolument aujourd'hui que le gouvernement nous autorise à cette expérimentation pour qu'on puisse le plus rapidement possible, lorsque la vaccination sera suffisante, réouvrir les restaurants, réouvrir aussi les cafés, puisque ça sera l'étape d'après, et aussi réouvrir les lieux de culture. Parce que clairement aujourd'hui, si on veut soigner notre santé mentale, eh bien, il faut nous permettre aussi d'aller vers ces lieux de culture et d'aller vers ce moment de partage qu'est la table et qui est notre art de vivre à la française. Très bien, effectivement. Donc, faire de Marseille une zone test. Alors, on n'est pas à l'Assemblée nationale, mais on a notre petite aura. Question au gouvernement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un test effectivement sur Marseille? Ce sera avec plaisir qu'on le fera sur la vallée de l'Uvonne, bien entendu. Autre question. Aujourd'hui, on a fermé les surfaces de 10 000 m². 20 000, plus 10 000. On est à une zone ici importante, et plusieurs zones sur le territoire des Bouches-du-Rhône. À quel horizon? Est-ce qu'on peut faire des tests aussi? Parce qu'il y a des protocoles sanitaires très, très sérieux dans ces entreprises, dans ces centres commerciaux. Est-ce que aussi on ne peut pas les aider à aller plus loin? Moi, vraiment, je suis à la disposition des acteurs du territoire pour pouvoir porter leur voix. Je l'ai fait avec les commerces dits non essentiels qui avaient été très durement frappés par les premières mesures restrictives. Et je crois que je suis tout à fait capable de m'impliquer avec vous et avec notamment la commission commerce d'LEHV qui, j'imagine, continue son activité en distanciel. Et d'ailleurs, j'en profite, Thierry, pour vous féliciter, vraiment vous féliciter pour ce que vous faites. Parce que dans cette période de crise sanitaire, d'abord, lors du premier confinement, vous avez été à la hauteur, puisque moi, à l'époque, j'étais maire des 11-12. Et je n'oublie pas combien vous nous avez aidés à travers toutes les entreprises du territoire, à travers d'abord le don de masques, le don de gel hydroalcoolique, le don aussi de denrées alimentaires. Voilà, je voulais vraiment à nouveau vous remercier parce que vous avez joué le jeu et nous, mairie des 11-12, on s'est transformé finalement en association, j'allais dire presque humanitaire, qui est venue en aide aux plus démunis. Et donc, je voulais vous remercier. Mais je sais d'ailleurs que vous continuez à avoir vos réunions malgré le distanciel. Et bravo aussi pour cette émission, parce que cette émission, c'est le signe que LEHV continue de vivre et j'allais dire même est en train de se dépasser malgré les conditions de crise que nous connaissons. Donc, je pense qu'on peut tout à fait aujourd'hui être entendu auprès du gouvernement pour pouvoir discuter de quand est-ce qu'on va pouvoir desserrer cet étau qui s'est resserré. C'est tout à fait envisageable. On le fait à travers des questions au gouvernement. On le fait aussi de temps en temps avec des discussions auprès des ministres. On peut organiser des rendez-vous avec les conseillers parlementaires. Je sais que la profession est largement bien représentée et fait du lobbying, mais on peut aussi le faire au niveau local avec, pourquoi pas, des expérimentations. Donc si ici, les centres commerciaux qui souffrent justement de cette fermeture ont des expérimentations à proposer, eh bien, je pense qu'on peut tout à fait les porter de la même façon qu'on a porté celles concernant la réouverture et le protocole sanitaire dans les restaurants. Donc je suis vraiment à disposition. C'est le rôle du député d'être à disposition des entreprises de son territoire, des habitants, des citoyens, pour essayer de porter cette voix et essayer d'améliorer les choses parce qu'on sait bien aujourd'hui que cette crise
commence réellement à durer, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec ce virus. Et donc aujourd'hui, je pense que la politique de stop and go, on a bien vu qu'elle ne montrait pas ses effets. Moi, dans les différentes actions que j'ai menées à l'Assemblée nationale, à travers notamment une question orale sans débat, j'ai essayé de leur démontrer qu'on pouvait peut-être avoir une vision différente. C'est-à-dire peut-être une vision différente de la gestion de la crise à travers non seulement peut-être des confinements par catégorie de personnes et non pas par catégorie d'activités. Et puis aussi des confinements ou une gestion de la crise sanitaire différenciée par territoire. Parce que l'épidémie ne flambe pas pareil selon les endroits. Aujourd'hui, on a les variants aussi. Et donc, je pense qu'il faut être agile. Et vous connaissez bien ce mot dans les entreprises. Il faut savoir être agile. Le problème de la France, du gouvernement, et sans faire de politique, mais de l'administration, c'est ce manque d'agilité. Donc aujourd'hui, pour protéger les Français, ils ont tendance par moments à sortir la hache et à avoir des mesures qui sont parfois beaucoup trop privatives de liberté. Et là, je pense à la liberté de travailler, qui est essentielle. Et donc, je continue de penser qu'on pourrait avoir une vision différente et qu'il va falloir l'exploiter, cette vision différente, parce que on va peut-être s'en sortir là avec ce premier Covid-19, mais on va avoir des variants. Et on va toujours devoir vivre avec ces risques épidémiques. Donc il faut que nos entreprises soient porteurs auprès du gouvernement de ce message qu'on est capable aujourd'hui de vivre avec des virus, de respecter des protocoles sanitaires très stricts et donc de continuer une vie quasi normale tout en protégeant les habitants et tout en préservant notre économie parce que c'est bien là le nerf de la guerre. Exactement. Eh bien, vous savez qu'à l'EHV, on fédère les industries et les commerces et donc je prends note à la commission commerce justement d'aller travailler sur une expérimentation. Moi, ça me plaît ça, d'aller travailler sur des petits sujets comme ça. Ils seront visibles nationalement, ce qui est parfait. Petite question humaine, ça fait quelle impression de rentrer à l'Assemblée la première fois dans l'hémicycle ? C'est beaucoup d'émotions, vraiment beaucoup d'émotions. Je crois que tous les députés la première fois qui rentrent à l'Assemblée nationale, au Palais Bourbon ou dans l'hémicycle ont une petite larme qui coule ou qu'ils essaient de cacher. Donc j'ai eu moi aussi cette très forte émotion. Et puis après, c'est le poids aussi d'une responsabilité. On n'est pas là pour rien. On est là pour, comme je vous le disais, voter les lois. C'est important. On est là aussi pour contrôler le gouvernement, puisqu'on est dans un système de séparation stricte des pouvoirs, pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire, et le législatif contrôle l'exécutif. C'est Montesquieu, dans l'esprit des lois, qui avait inventé ce concept, et c'est toujours notre concept. Donc là aussi, c'est là qu'on a une action qui est importante, et on représente vraiment les habitants, les citoyens, la France. Donc c'est ce poids de responsabilité qui mérite, je crois, d'être à la hauteur, de travailler beaucoup et d'essayer au mieux, en tout cas, d'avoir un idéal, de le représenter. Et moi, c'est toujours la défense du bien commun, la défense de l'intérêt général, la défense de la liberté d'entreprendre, de l'innovation, de libérer les énergies. Je suis quelqu'un qui croit beaucoup en la valeur travail. Et c'est ce qui m'a fondé parce que je n'ai pas fait que de la politique. Avant justement d'être député, j'étais maire de secteur, mais j'avais toujours une activité professionnelle. D'ailleurs, je suis en congé pour mandat parlementaire, c'est-à-dire que je suis toujours dans les effectifs de Catch Business School, la grande école de commerce de Marseille, Bordeaux, Paris, Shanghai, Dakar, et qui est membre d'LEHV. Tout à fait. Et qui est partenaire. Et partenaire. Et donc, je crois que c'est particulièrement important d'avoir un métier, particulièrement important de comprendre que oui, on a une technostructure, oui, on a une administration qui est là pour faire fonctionner un pays, mais un pays fonctionne par les forces vives, et les forces vives d'un territoire, ce sont les entreprises, ce sont les PME, ce sont les TPE. Voilà, en France, on est un tissu de PME et de TPE, et ces entreprises, il faut toujours les consulter et toujours essayer d'aller dans leur sens, parce que c'est elles qui créent les emplois. Ce n'est pas la puissance publique, ce n'est pas les pouvoirs publics qui créent les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Et moi, je suis toujours très admiratif des chefs d'entreprise parce que
c'est grâce à eux, grâce à leur prise de risque, grâce à leur énergie, à leur dynamisme, à leur capacité aussi d'emporter un collectif. Eh bien, c'est grâce à eux qu'on arrive à créer les emplois. Et créer les emplois, eh bien, c'est juste des vies. Parce que la dignité, en fait, elle s'acquiert bien sûr par le logement, mais pour pouvoir financer son logement, il faut un emploi. Et c'est comme ça, à mon avis, qu'on aura une société meilleure, en créant toujours plus d'emplois et donc en essayant de positionner les entreprises de la meilleure façon qu'ils soient pour qu'elles soient compétitives et qu'elles puissent aujourd'hui se développer. Et c'est ce qu'on a toujours essayé de faire ici sur la vallée de l'Uvonne avec votre concours, puisque vous êtes des partenaires essentiels aujourd'hui sur ce territoire, dans le lien entre les pouvoirs publics et les entreprises et les besoins que vous savez nous faire remonter. Alors il y a les besoins bien entendu économiques et sociaux, on les entend et c'est souvent d'ailleurs au niveau national et au niveau gouvernemental qu'on peut prendre ces décisions. Mais après il y a tous les besoins locaux. Ici on le sait, vous avez des besoins en termes de mobilité, en termes d'amélioration des transports en commun, en termes de voirie et en termes de sécurité aussi. On le voit à chaque fois aux périodes des soldes ou aux périodes de Noël, qui sont des périodes où vous avez besoin d'un renforcement de la sécurité et où vous avez besoin aussi que la police vienne fluidifier la circulation en attendant qu'on arrive à créer les voiries qui permettront encore mieux d'améliorer cette mobilité et puis aussi les transports en commun. Et je sais en plus que vous défendez un grand nombre d'initiatives. Vous avez gagné des appels d'offres sur la mobilité. Je vous en félicite. Ça vous permet justement de travailler sur le covoiturage, sur ce qu'il conviendrait de faire aussi en termes de réseau de transport en commun. Et nous, en fait, ça nous aide parce que grâce à vous, quand on vous consulte, eh bien, vous savez répondre par des besoins, des demandes et charge à nous après d'arriver à les transformer. Très bien. Merci pour tout ça. Merci pour cette fidélité. Je sais que c'est un agenda entre Marseille, Paris, l'Assemblée très rempli et de prendre ce temps pour venir nous rencontrer, c'est une chose qu'on apprécie beaucoup. Effectivement, j'ai oublié de dire dans cette présentation que vous étiez directeur des relations publiques de Kedge Business School, qui a un aura international et qui nous fait bien plaisir. Chers amis, nous arrivons au terme de cette interview du mois. Merci, monsieur le député, merci, cher Julien, de cette fidélité, d'avoir toujours été présent en tant que maire, mais de continuer à l'être en tant que député. Et quand j'entends le mot expérimentation, je sais que ça va parler à nos adhérents et nos partenaires pour le tester sur cette ville de Marseille. Mais en même temps que je vous parle, je vois qu'il y a une petite agitation sur mon côté gauche et qu'il y a une écharpe qui a été mise. Et oui, Thierry, écoute, comme vous pouvez le constater, je me suis équipé parce que je voulais te faire une petite surprise. Parce que voilà, depuis 2017 maintenant, tu es président de l'EHV. Ta présidence est particulièrement remarquée. Tu es non seulement quelqu'un de motivant et de motivé, tu as un dynamisme, tu es capable d'emporter un collectif. Et je crois que vraiment, ça méritait aujourd'hui de te remettre une médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, parce que tu as toujours, dans ton travail aussi bien professionnel que associatif, géré la relation entre le monde de l'entreprise et les élus que nous sommes, avec loyauté, avec intérêt pour la cause des entreprises. Et je sais que c'est beaucoup de travail. Je pense à Claude Robert, qui était président fondateur avant toi. Et je vois tout le travail que tu as mis en œuvre, toute l'accélération que tu as donnée à cette structure, qui aujourd'hui est un partenaire essentiel pour nous, pour pouvoir avancer dans le sens des entreprises. Alors voilà, aujourd'hui, j'ai mis mon écharpe. Ouais. Et je voulais te remettre une médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, parce que donc, président depuis décembre 2017, tu fais une carrière d'abord dans la grande distribution et les télécoms. Et puis ensuite, tu entres chez EDF, cette très belle entreprise, il y a une dizaine d'années, où tu occupes aujourd'hui le poste de directeur du développement des entreprises pour la région PACA. Et des fois, on se dit, mais comment fait-il pour arriver à mener tout de front ? Il arrive à mener une présidence d'une structure comme celle-là, qui est une vraie petite PME, hein, même plus,
Parce que combien? Plus de 300 entreprises 314 entreprises. 314 entreprises aujourd'hui. Et en même temps, eh bien, tu as cette activité professionnelle qui doit aussi te prendre un grand moment de ta vie, de tes journées et peut-être de tes week-ends. Donc en plus de ce travail, cette présidence, elle est bénévole. Et comme je le disais, en fait, tu as vraiment su impulser une dynamique comme personne. Tu as ton bureau, tu as ton conseil d'administration, loyal, fidèle, et puis tu as tous ces membres qui sont toujours là pour pouvoir te porter. Et puis, tu as su allier, j'allais dire, la bonne humeur, les moments d'apéro, les moments de convivialité, avec un travail particulièrement efficace. Et du coup, quand on vient à LEHV, on a toujours l'impression d'être un peu dans une grande famille d'entreprises, et c'est très, très agréable pour nous tous. Bon, en plus, alors, tu es passionné de judo, Oui. de bateau et de mer. Hein? Oui. Je crois que tu aimes bien une île qui nous est chère. Eh oui, l'île de Porquerolles. Et puis, oui, je voulais aussi me tourner vers ton plus proche collaborateur. Je ne sais pas s'il est là, Mathieu. Ouais. Parce que Mathieu, il dit souvent de toi, en fait, que tu es un bon vivant, tu es chaleureux, toujours bienveillant. Et toujours à l'écoute, avec une capacité hors du commun de créer des liens avec gentillesse, humour, mais efficacité et pragmatisme. Donc moi, je ne peux être que d'accord avec eux. En plus, tu as la sensibilité du cœur. Tu ne triches pas, tu ne joues pas, tu es sincère et dans ton efficacité, vraiment, on peut voir toute cette bienveillance. D'ailleurs, on m'a mis une petite citation, une citation confucéenne, qui dit que la bienveillance est sur le chemin du devoir. Et je trouve que cette citation te colle à la peau. Bienveillance, devoir, et j'y rajoute l'efficacité. Alors, cher Thierry, pour votre parcours associatif, votre engagement en faveur de notre territoire, j'ai vraiment l'honneur aujourd'hui de vous remettre cette médaille d'honneur de l'Assemblée nationale, signe d'un parcours méritant et surtout signe de notre reconnaissance de la représentation nationale, reconnaissance de ce territoire pour tous ces bons et loyaux services. Je te remercie vraiment d'être ce que tu es. Et surtout, j'ai envie de te dire, continue. Continue, Thierry. Merci Julien. Normalement, on devrait se faire la bise, hein, donc on reste à distance. Ça me touche énormément. Ce présent me touche énormément, cette reconnaissance et ces paroles me touchent énormément. On essaie de faire les choses avec convivialité, bénévole, on essaie de les faire à notre image. Voilà, ce sens du devoir. Je crois que j'ai pas trop de mots à rajouter et je crois que voilà, l'émotion me gagne. Donc on va clôturer et puis on va peut-être prendre une coupe de champagne. Très volontiers. Bravo Thierry, surtout continue. Et continue avec toute ton équipe et continue à l'emmener aussi loin que tu peux. Bravo. Merci Julien, merci Monsieur le député. Chers amis, à la semaine prochaine. Au plaisir de vous retrouver. Et cette médaille, quelque part, c'est la médaille pour tous les adhérents. Parce que vous jouez le jeu, vous êtes toujours présents. Et je sais que vous avez, vous aussi, des agendas très chargés. Merci de votre soutien. Ce sera la médaille de l'Assemblée nationale à LEHV. Merci à tous, bonne soirée. Bravo Thierry. Un grand moment d'émotion. Toute l'équipe LEHV est fière de son président et de l'avoir à nos côtés pour toutes les missions qu'on accomplit au quotidien. Merci à Julien Ravier pour sa participation. Un grand merci à nos partenaires institutionnels, nos partenaires premium et l'ensemble de nos partenaires et de nos adhérents. À la semaine prochaine.